Imaginez, Gotham City, le soir est tombé, il pleut. Alfred Pennyworth est en train de déguster un thé à la bergamote. Bruce Wayne est à un dîner de gala. Vers 22h30, le code rouge retentit. Bruce a besoin d'Alfred. On est mardi, il est 22h30. À cette heure-là, le Joker et Double Face sont en pleine partie de cartes. Il est encore trop tôt pour que Catwoman soit sortie. Il pleut. En quelques secondes, Alfred a compris la situation. Bruce Wayne est avec sa charmante compagne, désemparé sous la pluie. Il doit pouvoir rentrer au manoir. Il appelle le chauffeur, fait envoyer la limousine et lui demande d'acheter une rose rousse sur le chemin. La soirée de Bruce est sauvée. C'est pratique un Alfred, non? Moi, j'aimerais bien avoir un Alfred. Alors, manque de bol, je gagne pas encore assez d'argent, c'est un peu compliqué d'embaucher un majordome. Par contre, je peux peut-être me contenter d'un majordome virtuel. Alors, sur le marché, on a des offres. On a des choses comme Siri ou comme Alexa. Ils sont très forts pour comprendre les requêtes, pour comprendre le langage parlé. Mais en fait, globalement, ce sont des télécommandes. Si on se remet dans la situation et que Bruce souhaite utiliser Siri pour résoudre le problème, il va devoir d'une seule traite dire quelque chose comme dis Siri, commande-moi un Uber pour rentrer au manoir Wayne et sur le chemin demande au conducteur d'acheter une rose rouge. D'une seule traite, sinon ça aura quelques problèmes. Et surtout, en fait, il doit donner tous les détails, toutes les clés, toute la tâche complète à réaliser à son assistant. En fait, l'expérience utilisateur, le service rendu est complètement différent de celui d'Alfred. Alfred, sa vraie valeur, c'est qu'il connaît les goûts de Bruce Wayne, il connaît les habitudes de Bruce Wayne et il a juste besoin de quelques indicateurs pour pouvoir remplir le service. Peut-être qu'on peut essayer de faire ce genre d'Alfred en virtuel, de faire un Alfred artificiel. J'ai quelques compétences en informatique, on va essayer tous ensemble de faire ça. Alors, la première approche peut-être pour créer cet Alfred artificiel, ça va être d'aller interviewer Alfred, de l'observer dans son travail, dans sa vie de tous les jours, de prendre des notes, et ensuite ce recueil d'expertise, de le transmettre, de le transcrire en règles métier, en rule engine. C'est ce qu'on fait depuis des années dans le monde de l'entreprise, c'est ce que vous faites sans doute. Ça marche. Ça va sans doute être un peu compliqué, mais on va sans doute réussir, avec de l'effort, à transcrire le mode de pensée, le mode de décision d'Alfred dans ces corpus de règles. Alors ça marche, sauf que, en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que Bruce Wayne, il va avoir des goûts qui vont évoluer. Il va avoir une nouvelle voiture, il va fréquenter un nouveau cinéma, et à chaque fois que ses goûts évoluent, il va falloir aller rééditer ses règles, mettre à jour ses règles. Deuxièmement, ce Alfred artificiel, il est vachement bien pour Bruce Wayne, parce qu'il a été conçu pour Bruce Wayne. Mais en fait, moi, je ne suis pas Bruce Wayne. Par exemple, je réponds très rarement au bas de signal. Et du coup, pour gérer mes besoins à moi, puis vos besoins à vous, on va devoir à chaque fois réécrire un corpus de règles, peut-être partiellement qui va être le même que celui de Bruce Wayne, mais on va chacun avoir des spécificités. Et donc en fait, on a une combinatoire énorme de ces règles. Et pour gérer cette combinatoire, soit on met un développeur derrière chaque être humain qui va mettre à jour les règles au fur et à mesure, soit globalement on est foutu. Donc on voit bien qu'on ne peut pas écrire les règles de manière explicite. Donc ok, on est dans une conférence qui passe d'intelligence artificielle, on va parler de machine learning. On va essayer de découvrir les règles à partir d'observations qu'on fait de comment on utilise le service. Donc Google, ils ont bien réussi à créer un joueur de Go qui bat le champion du monde de Go avec du machine learning. On va bien réussir à faire un majordome. Alors la première étape pour faire ce machine learning, ça va être de récupérer des données. Dans le cas de Google, ils ont récupéré 30 millions de coups joués par des joueurs humains de Go. Et c'est les données de base qu'ils ont utilisées pour construire AlphaGo. Dans notre cas, on a de la chance, on a tous sur nous des objets connectés, des smartphones. Donc en fait, on a une quantité de données qu'on génère qui est assez importante. Et la moindre application de commande de taxi, elle en sait déjà beaucoup sur vous. Moi, par exemple, sur les 2 dernières années, j'ai fait à peu près 150 courses Uber. 150 courses Uber, 30 millions de coûts. On a quand même quelques ordres de grandeur de différence. On ne va pas pouvoir appliquer les mêmes recettes que Google pour essayer d'anticiper les requêtes, les courses Uber que je veux faire. Donc, globalement, il faut trouver une autre manière. Alors, admettons que ce problème est résolu, admettons qu'on arrive à appliquer les mêmes recettes.
En fait, ces recettes-là, elles permettent de créer le meilleur joueur de Go, celui qui optimise tous les coups et qui arrive à battre tout le monde. Et ce côté optimal du comportement, c'est sans doute très bien pour passer à la télé en ayant battu le champion du monde de Go, mais en fait, dans la vraie vie, c'est assez bizarre. Par exemple, quand Google a développé les Google Cars, dans les premiers essais, dans les premiers prototypes, les Google Cars, elles optimisaient leur trajectoire. Et tournaient très très vite, et freinaient très très fort, et s'accéléraient très très fort pour diminuer le danger, optimiser la consommation énergétique, etc. Et en fait, ça a causé des accrochages avec les conducteurs humains avec qui elles partageaient la route. Parce que ces conducteurs humains, ils n'étaient pas habitués à avoir cette optimalité. C'était pas dans leur mode de pensée. Et du coup, ça les surprenait. Et une chose est claire, notre majordome, il peut nous surprendre des fois, mais en tous les cas, on ne veut pas qu'il soit bizarre. On veut qu'il corresponde à nos attentes. Et le dernier problème, c'est que notre majordome, il va se tromper. Il va forcément se tromper. Même Alfred se trompe. Et il va se tromper pour deux raisons. La première, c'est que peut-être que cette nouvelle habitude, il ne l'aura pas vue. Ce nouveau service qui est arrivé, il ne l'aura jamais vu. Et du coup, il va devoir être capable, il ne va pas avoir suffisamment de données pour extraire des règles, mais il va devoir être capable de le savoir, qu'il n'a pas vu assez de choses et qu'il ne peut pas prendre de décision. Le deuxième problème, c'est que même si il a un historique énorme, même si sur le papier il prend la bonne décision, il prend la bonne décision pour un humain. Et un humain, c'est imprévisible. Un humain, c'est un peu relou. Des fois, ça change d'avis, des fois, sur un coup de tête, ça veut faire d'autres choses. Et cette imprévisibilité-là, notre assistant, il va devoir la gérer d'une manière ou d'une autre. En fait, globalement, cette IA, cet Alfred artificiel qu'on veut créer, il va avoir plusieurs problématiques qui sont liées au fait qu'il interagit avec des humains. D'une part, il va devoir faire comme eux, il va devoir être capable de généraliser avec peu de données. Nous, on est très très fort pour généraliser avec peu de données. Au bout de 3 fois, on est capable de dire, d'habitude, à la salle de sport, je fais plutôt cette machine-là. Et ça, il faut que notre machine learning soit capable de le faire aussi. Le deuxième problème, c'est qu'il va devoir optimiser des choses, il va devoir être efficace, mais il ne doit pas être bizarre. Il doit interagir avec des humains, ça ne doit pas leur paraître bizarre d'interagir avec ce majordome. Et le troisième problème, c'est qu'il doit gérer cette imprévisibilité, ce côté imprévisible, je me répète, de nos amis humains. Donc, on est quand même devant un sacré problème et on ne peut pas utiliser les recettes connues. Donc on doit quelque part inventer de nouvelles recettes. Alors au tout début, j'ai évacué d'un revers de la main le fait d'écrire des règles explicites. J'ai dit, c'est des rule engine, c'est les années 90. En fait, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'IA et pendant très longtemps, j'ai travaillé sur des IA pour créer des personnages de jeux vidéo ou pour accompagner des gens dans les effets spéciaux de cinéma. Et dans ce cadre-là, les IA, elles sont faites pour accompagner le créatif, pour lui faciliter la création de contenu, pour qu'il puisse faire beaucoup plus de contenu, créer beaucoup plus de personnages que ce qu'il pourrait faire à la main. Et du coup, pour qu'il puisse faire ça tout en gardant le contrôle créatif de son œuvre ou de son jeu, on a besoin de lui donner des moyens de comprendre pourquoi une IA prend une décision, de pouvoir contrôler cette IA. Et en fait, l'outil qu'on utilise, c'est de décrire le comportement de cette IA avec des boîtes et des flèches, avec des langages graphiques qui vont permettre de décrire des décisions complexes. Et ces boîtes et ces flèches, c'est une manière très simple de communiquer à des gens qui ne sont pas techniques comment une décision et pourquoi une décision est prise. Et en fait, cette sensibilité-là aux boîtes et aux flèches, à de l'IA explicable, à de l'IA pour laquelle on peut ouvrir le capot et comprendre comment ça fonctionne, je la partage avec tous les membres de ma société qui s'appelle CraftAI. Et c'est pour ça que quand on a créé la société, il y a 2 ans, on a tout de suite mis de côté les méthodes à la mode de faire du machine learning, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ça a tendance à devenir des boîtes noires magiques où personne ne comprend pourquoi une décision est prise. Et en plus, ça a besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir généraliser. Alors en fait, ce qu'on a fait des prototypes, on a été lire la littérature scientifique, on s'est plongé dans nos mémoires et on a créé un système à base d'arbres de décision, à base de classification et de régression par arbre de décision, qu'on a fait évoluer par la suite, mais à la base, ce qu'on sort, c'est ce que vous voyez au-dessus, c'est des arbres de décision. Et ces systèmes à base d'arbres de décision, ce n'est pas les plus optimaux, ce n'est pas ceux qui ont la meilleure performance, mais ils ont une set de propriétés qui permet de répondre à nos 3 challenges. Je vais vous passer les détails techniques, mais vous pouvez me croire sur parole, globalement, un arbre de décision, ça marche avec peu d'informations parce que, à partir du moment où il a vu une observation, il a vu que je commandais un Uber le soir quand il pleuvait pour aller chez moi,
il va être capable d'en déduire une règle. C'est une règle qui n'est pas généralisable, c'est une règle qui est ad hoc à ce que j'ai fait, c'est une règle qui reproduit mon action, mais c'est une règle qui existe et qui va pouvoir, qui va pouvoir prendre en compte et me proposer et automatiser. Et du coup, cette règle-là, elle est foncièrement humaine puisqu'elle est issue d'une observation. Ensuite, donc j'ai dit, cette règle-là, elle n'est pas généralisable. Donc, une bonne propriété des arbres de décision, c'est leur capacité à s'auto-diagnostiquer. Donc vous voyez les différentes couleurs dans mon arbre, on a du orange, on a du vert. En fait, ça veut dire qu'il y a certaines décisions dont il est sûr, certaines décisions dont il est moins sûr. Et cette information-là, elle est obtenue par construction. Et du coup, elle va pouvoir être utilisée par mon assistant qui utilise l'arbre. Mon assistant, quand la décision n'est pas sûre, il va pouvoir me dire mais t'es sûr que c'est bien. Mais il va pouvoir me dire je prédis que tu veux rentrer chez toi avec un Uber, mais je suis pas sûr, est-ce que tu confirmes? Et il va donc mettre l'humain dans la boucle de sa décision. Cet humain-là va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, confirmer ou infirmer cette proposition. Et cette nouvelle information va rentrer dans la boucle et va être une nouvelle information qui est prise en compte pour générer un nouveau modèle de décision qui prend en compte cette contradiction ou cette affirmation. On a un véritable échange qui se met en place entre mes humains et mes IA. Et les IA se font quelque part coacher par leurs utilisateurs humains. L'autre et la dernière très bonne caractéristique de nos amis les arbres de décision, c'est ce que vous arrivez à faire depuis tout à l'heure. Vous avez tous lu l'arbre de décision, vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Et en fait, cette capacité à rendre explicable une prise de décision, elle est pareille, elle est obtenue par construction, et ce n'est pas une interprétation du modèle de décision, c'est le modèle de décision lui-même qu'on peut montrer à un utilisateur final d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire que quand je vais prendre une décision, quand je vais commander cette fameuse voiture automatiquement, je vais pouvoir dire je te la commande parce qu'on est le soir, parce qu'il pleut et que d'habitude t'aimes bien rentrer en Uber dans ce cas-là. Et cette explicabilité, en fait, elle apporte quelque chose de très très fort. Elle apporte un véritable lien de confiance entre l'IA et l'utilisateur. Ce qui veut dire que dans les cas où l'IA se trompe, en fait, c'est pas juste un bug. L'utilisateur ne va pas considérer que l'IA n'a pas fonctionné. L'utilisateur, il va comprendre pourquoi elle a pris cette décision, parce qu'elle lui explique pourquoi elle prend la décision. Et donc ce lien de confiance n'est pas rompu, même en cas de mauvaise décision. Cette explicabilité, elle est aussi très intéressante dans d'autres cas d'utilisation. Je pense à tous les cas où on va voir de l'IA qu'on a besoin d'auditer, ou de l'IA qu'on a besoin de certifier. Par exemple, si vous avez une nouvelle application de votre assureur qui vous propose de prévenir une société de gardiennage quand il y a une anomalie détectée chez vous, il va falloir que cette application soit capable de qualifier ce que c'est qu'une anomalie, qu'il soit capable d'expliquer pourquoi elle considère que ce qu'elle observe c'est une anomalie, pour que la société de gardiennage justifie son déplacement, justifie peut-être de casser une vitre pour rentrer chez vous. Donc on voit que l'explicabilité, c'est quelque chose de très très fort qui permet de passer à l'étape supérieure avec des IA. Donc ces fonctionnalités, elles sont très adaptées donc, pour construire notre majordome, comme on l'a vu. Mais en fait, elles sont adaptées à pas mal d'autres use cases. Des choses peut-être plus triviales et plus simples. Mais imaginons, dans une maison connectée, on va pouvoir apprendre dans quel cas vous baissez les volets, dans quel cas vous levez les volets, dans quel cas vous changez la température. Et on va pouvoir construire ce corpus de règles pour automatiser la maison pour vous. Dans le cas d'un chatbot, on va pouvoir passer d'un simple mode requête-réponse, où c'est toujours l'humain qui initie la conversation, à un chatbot vraiment proactif qui va pouvoir anticiper sur les besoins de son humain, qui va pouvoir être proactif en lui proposant directement des réponses à ces requêtes qu'il n'a pas encore formulées. Et dans le cas d'applications d'entreprise, on va pouvoir boucler la boucle. C'est-à-dire, au lieu d'expliciter les règles métiers que vous appliquez, observer les gens, les appliquer, et les déduire en observant les gens les appliquer, et du coup automatiser ces règles, faire des systèmes de recommandations qui vont faciliter la vie d'analystes, qui vont faciliter la vie des gens dans votre organisation. En fait, ce que je pense, c'est que cette nouvelle génération d'IA, cette génération d'IA actuelle, son challenge, c'est d'être capable de collaborer avec des humains. Et pour collaborer avec des humains, cette IA, elle a besoin de s'adapter aux humains. Pour ça, on va avoir besoin de machine learning, mais on va avoir besoin de machine learning qui est capable de travailler à l'échelle individuelle, avec peu de données. Et plus important, pour que ces IA aient un vrai sens, soient vraiment utilisées, il faut qu'elles soient capables de créer cette relation de confiance avec leur humain. Et pour cela, l'explicabilité est très importante. En fait, je pense que nous devons développer des IA qui sont des véritables boîtes blanches. Ce que j'entends par boîte blanche, c'est qu'on peut voir à l'intérieur, on peut leur faire confiance et on peut collaborer avec elles. Merci.